Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Cinécritique, il va être question d'un film espagnol assez particulier car muet et en noir et blanc, mais sorti en 2012, intitulé Blancanieves, Blanche-Neige en français, mais en garde de titre espagnol, vous verrez très vite la référence, réalisé par Pablo Béjar, dont c'est le deuxième long à l'époque, et qui récemment a proposé au cinéma un métrage d'animation, Mon ami robot, que j'ai raté. Donc je me venge ici en découvrant sa filmographie rétroactivement avec ce qui est probablement son œuvre la plus connue, dans laquelle nous retrouvons quelques actrices et acteurs espagnols assez célèbres, tels que Maribel Verdú, que vous avez pu voir dans Le Labyrinthe de Pan, et qui joue ici la marâtre traditionnelle de ce genre de conte. Il y a aussi Josep Maria Pau, rôle très secondaire dans la deuxième partie, mais je le cite ici car il était dans l'excellent Cerrar los ojos, ou Fermer les yeux, sorti l'an passé, l'un des meilleurs films de 2023 que vous pouvez retrouver quelque part dans mon bilan annuel, disponible en vidéo épinglée sur ma chaîne. Il y a Daniel Jiménez Cacho, Angela Molina, mais surtout dans le rôle principal de la jeune Carmencita, version enfant Sofia Orea et version adulte Macarena Garcia. Voilà un nom qui donne envie de danser. Il va être question de danse justement, mais plus flamenco là. Ah, voilà. Et alors, Pablo Béjar ici rend hommage à ce cinéma d'un certain âge d'or, années 20, début années 30. Évidemment, il s'agit ici d'un exercice de style, on y reviendra, mais pas que. Ça raconte quelque chose, donc on se base évidemment sur les écrits des frères Grimm, et pas que, parce qu'il y a d'autres contes autour qui sont cités, plus ou moins directement d'ailleurs. Et on va suivre donc la jeune Carmencita, qui est la fille d'un torero, qui est matador, donc plutôt on va dire ça comme ça, qui est grièvement blessé au début du film, voilà, lors d'un combat contre un taureau. Il va être laissé quasiment tétraplégique, à peine conscient, un peu quand même, parce qu'il va interagir un moment avec sa fille, j'y reviendrai. Et fille aussi, alors c'est un peu plus compliqué, là, d'une chanteuse de flamenco qui va mourir en la mettant au monde. Donc vous voyez déjà, elle est quasiment orpheline au début. Elle va être confiée à la grand-mère, qui elle est une danseuse de flamenco, et qui va mourir aussi, la pauvre, en pleine danse, voilà, sous les yeux de sa fille, bon, qui du coup va être à nouveau confiée alors à son père. C'est compliqué, parce qu'il ne peut pas vraiment s'occuper d'elle, mais celui-ci a épousé en seconde noces, enfin, un peu profité de lui surtout, une dame assez méchante, qui va devenir donc la marâtre, la belle-mère de Cendrillon, non, de Carmencita. Vous voyez, il n'y a pas que Blanche-Neige, et va la traiter comme une souillon, et elle va l'empêcher de voir son papa surtout. Sauf qu'à un moment, la petite Carmen, en grandissant, va être espiègle, elle va faire face à son paternel, et les deux vont avoir une relation un peu interdite d'éducation, tout ça. Jusqu'au jour où la belle-mère va s'en rendre compte, elle va essayer de la dégager un petit peu de là, et à un certain moment venu, vraiment tenter de la faire tuer. Sauf que ça va pas fonctionner, tout ça, elle va être amnésique. Alors je vous passe les détails, peu importe l'histoire en soi, c'est pas le plus important. Et elle sera recueillie par les 7 nains d'un cirque itinérant de groupe de jeunes toreros, enfin un petit peu entre Freaks de Todd Browning et l'ambiance du début de film. Tiens, encore une référence que j'ai citée là, celle-ci cinématographique, là aussi je vais y revenir. Beaucoup de choses sur lesquelles donc je dois revenir avant de vous... d'abord, première chose, vous donner mon avis, humble avis évidemment. Alors déjà, je dis merci à l'ami Cinéma d'Hugo qui m'en a parlé en privé, qui l'a noté sur Letterboxd, tout ça, mon camarade de la 7ème illusion, qui m'a donné envie de le voir. Et en effet, c'est une réussite, alors au-delà de son exercice de style, parce que je dois commencer par cela, c'est assez obligatoire dans cette petite analyse en impro. Évidemment, Pablo Béjar, il rend hommage à beaucoup de choses, déjà. Alors pas forcément au conte, non, justement, il utilise ce procédé-là pour en faire du pur cinéma, et se télétransporter lui-même, comme s'il voyageait dans le temps, dans les années 20, et comment j'aurais fait le film avec les outils de l'époque. Alors, on y voit évidemment tous ces procédés qui ont fait la grandeur du cinéma muet et l'évolution de ce cinéma vers des procédés autres que on pose la caméra et on regarde ce qui se passe. Des effets de surimpression, chers à Murnau notamment, un petit peu à L'homme à la caméra après, de Vertov. Il y a ça qui dynamise certaines choses, qui vont peut-être à certains moments faire quelques clichés, notamment le feu de l'enfer qui apparaît en surimpression de la marâtre, oui, bon, mais qui raconte pas mal de choses sur les points de vue, dans le regard aussi, le jeu sur les regards, très important, ce qui est souvent le cas dans le cinéma muet, on capte souvent les yeux, et des personnages, il y a des choses, donc il y a ça, évidemment, le montage qui fait
vraiment une partie prépondérante de la dynamique du film et qui raconte des choses à l'image d'Eisenstein. Rappelez-vous, le cuirassé Potemkin, hein, tout ça, et c'est super bien utilisé ici. Jeu clair-obscur, évidemment émanant de la beauté du noir et blanc, très bien utilisé d'ailleurs avec le directeur de photographie Kiko de la Rica. Donc tout y passe et ça raconte à chaque fois quelque chose. C'est-à-dire qu'avec les images qui défilent, au-delà des mots qui n'existent pas, si ce n'est en carton hein, traditionnel, un film muet, même Pablo Berger, il défile sa narration et il nous fait évoluer les personnages. De façon très académique en soi, parce que c'est un conte de base, enfin plusieurs contes qui vont être mélangés aussi, du coup. Mais les émotions passent parce qu'il sait gérer cela, et c'est pas fait au hasard, ce n'est pas qu'une question d'hommage. Vous pouvez citer tout ce que vous voulez dans le cinéma, si vous y connaissez. Mais derrière, pour en faire une œuvre à part entière qui discute avec le spectateur, il faut avoir une maîtrise, il faut avoir une intention artistique, ce que M. Pablo Berger a. Avec quelque chose d'assez moderne aussi. Parce que là, dans les thématiques abordées, la façon dont les choses s'enchaînent, ça n'aurait pas pu être fait en 2012. Donc oui, bien sûr, c'est une œuvre qui peut s'inscrire dans le passé. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait avec l'air du temps, avec cette jeune fille, jeune femme, qui va devenir, hein, d'ailleurs, un magnifique procédé d'ellipse extraordinaire, pour montrer comment la petite fille va devenir une jeune femme, à travers d'ailleurs une allégorie de la tauromachie, hein, en étant les draps, mais hop, la danse, la tauromachie, puisque la danse, le flamenco, est une forme de danse face au taureau aussi, c'est très lié, c'est la culture espagnole, mais je vais revenir sur ce point, parce que si vous n'avez pas vu le film, vous allez peut-être grincer des dents là, de ce que je dis, mais attendez. Bref, surtout, ce qui est important, c'est que nous avons ici le destin d'une jeune femme, une jeune fille, qui va réussir à s'émanciper de beaucoup d'obstacles, au-delà de l'amour. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce schéma habituel d'une jeune femme qui va peut-être devenir forte, mais il y a quand même l'amoureux transi derrière qui va lui rappeler que, attention, hein, c'est quand même une femme. Eh, attendez, là, on a vraiment une héroïne à part entière qui va subir. Je ne dis pas comment ça va se terminer pour elle, mais on n'est pas forcément dans une tradition non plus. On est plus la belle au bois dormant, à la fin, au final. Voilà. De toute façon, tous ces contes-là sont plus ou moins liés. Hein, les Andersen, les Grimm, Perrault, enfin bon, voilà. Hein. Et oui, il y a un discours féministe, si on veut, aussi, bien sûr, où on la voit monter dans l'arène, ce qui n'était pas du tout possible à une certaine époque, et certainement pas dans les années 20 espagnoles. Puisque techniquement, le film est censé se passer par là. Voilà. Et donc, oui, il y a cette idée de faire face, et elle y va jusqu'au bout. Faire face à la marade, faire face au danger de la tauromachie, tout ça. Et alors là, vous allez me dire, ah, c'est un film pro-corrida et tout. Regardez comment les scènes, justement, face au taureau se déroulent. Au début, vous avez quand même le père qui se fait démonter par son adversaire, donc le taureau est triomphant, et à la fin, il y a un petit truc qui est assez touchant. Donc non, vous ne verrez rien de pro-tauromachie là-dedans. C'est juste pour prendre la culture espagnole et la détourner un petit peu. Vous voyez le côté patriarcal, des matadors, tout ça, viril et tout, et c'est elle qui prend les choses en main, et elle, on va dire, pacifie la situation, elle rend des lettres de noblesse à quelque chose qui est quand même assez dramatique pour beaucoup d'animaux, vous le savez. Enfin, elle donne des lettres de noblesse. Ça va au-delà. Là, on est dans l'art, mais l'art qui ne va pas tuer, l'art qui va transcender les choses. À l'image de ce film, qui transcende ses références, tout en restant, évidemment, dans ces cases-là. On pourrait penser à l'Aurore de Murnau, par exemple. Beaucoup de choses, vraiment. Et alors, ce n'est pas un film muet, mais c'est quand même des années 30, hein, noir et blanc. Le fameux Freaks de Todd Browning, dans la deuxième partie, qui est convoqué, mais on le sent à mort. Voilà. C'est presque un anti-Freaks, d'ailleurs. Ou, enfin, ce qui arrive dans Freaks à la fin, ça va arriver à un autre personnage. Finalement, si, c'est lié. Mais voilà, je ne vais pas essayer ici de vous spoiler ni ce film, ni Freaks. Regardez Freaks de Todd Browning, c'est quand même quelque chose d'assez fort et assez terrifiant aussi. Donc, Blancanieves, eh ben, c'est une vraie réussite. Et ça me fait regretter encore plus de ne pas avoir vu Mon ami robot en salle, mais il fallait que je fasse des choix, surtout à la fin de l'année dernière. Et je le rattraperai dans quelques mois, donc. Une œuvre à part entière, qui est consciente de s'inscrire dans un héritage, et qui le fait très bien en utilisant le savoir-faire de l'époque pour raconter autre chose aussi. Donc, pour moi, c'est une belle découverte. À vous maintenant de le voir, et si vous l'avez déjà vu, de me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je ne vais pas parler de la musique autour qui est très sympathique, autour, mais bon,
tout est bien dans ce film en soi. Voilà. Vraiment, tout est bien. À vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.